Moi, c'était une des croyances que ma mère m'a un peu inculquée, qui était le fait que j'étais plus matheux que fort en langue. Dès qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas en allemand ou en anglais, j'étais « Ah bah de toute façon, je suis nul ». Vous écoutez Vivons mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, c'est qu'on adore apprendre, tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois, on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler des croyances limitantes. C'est un peu la partie 2 de l'épisode de la semaine passée. On va voir qu'est-ce que c'est, comment s'en débarrasser, et voilà. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Bonne écoute. Les croyances limitantes, c'était un gros sujet qu'on avait vu en PNL, donc programmation neurolinguistique. Donc ça fait pas mal écho à l'épisode de la semaine passée qui était un peu sur tout ce dialogue intérieur qu'on peut avoir, qui est je suis nul, je suis mauvais, je ne pourrai jamais, etc. Puis de se rendre compte un peu de toutes ces phrases qu'on se dit qui en fait ont un impact extrêmement négatif par rapport au fait d'avancer puis d'essayer des nouvelles choses. On avait aussi vu un tout petit peu le fait de voir le négatif chez les autres pour se permettre de voir ce qui va chez nous. On a vu un peu tout ce truc pervers qu'on peut avoir. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment travailler sur ces croyances limitantes. Est-ce que tu sais ce que c'est une croyance limitante ? Oui, c'est aussi un concept qu'on utilise beaucoup en psychologie et qui est beaucoup utilisé en thérapie, surtout dans la thérapie cognitivo-comportementale, où on va justement travailler sur ces croyances limitantes pour avoir un impact sur le quotidien, sur la vie de tous les jours. Donc, une croyance limitante. Alors déjà, une croyance, qu'est-ce que c'est ? Une croyance, c'est simplement une règle qu'on s'est mise suite à une expérience qu'on a eue, la perception qu'on a de nous-mêmes, ce qu'on a pu dire de nous quand on était petit, et on s'est mis une croyance. Sauf qu'une croyance, elle peut être une ressource jusqu'à un certain stade, comme le fait que si je traverse l'autoroute, je vais mourir. C'est plus une ressource que quelque chose qui est limitant. C'est une bonne croyance, effectivement. Mais par contre, de dire « toi, t'es fort en maths, par contre, les langues, c'est pas ton truc », quelque part, ça va devenir assez limitant parce que du moment qu'il y avait un exercice de maths, pour moi, c'était une des croyances que ma mère m'a un peu inculquée, qui était le fait que j'étais plus matheux que fort en langue. Et du coup, dès qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas en allemand ou en anglais, j'étais « Ah, bah de toute façon, je suis nul. » Mais en maths, si je comprenais pas quelque chose, j'étais là « Ouh, il faut que je comprenne parce que je suis fort en maths. » Voilà, c'est mon truc, je dois pouvoir comprendre. Et c'est vrai qu'à un certain stade, ça peut être, dans le cadre des mathématiques, c'était clairement une ressource parce que je suis fort en mathématiques, donc je dois comprendre. Mais du coup, en allemand et en anglais, c'était plutôt limitant parce que j'étais « Ah, bah de toute façon, je suis nul. » Donc voilà un peu ce que c'est une croyance limitante. On va voir qu'il y en a plein. Et je sais pas si toi, tu as un autre exemple de croyance pour faire écho à celle-là. Moi, j'avais une croyance limitante où je crois que j'ai encore un peu cette croyance limitante. Ouais. C'est le fait que je suis maladroite. Et là, même la façon dont je le dis, je suis maladroite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait encore partie de mon identité. Bon, après, s'il y a une commode dans le désert, tu vas te prendre le pied dedans. Je renforce la croyance. Exactement. Au final, pourquoi est-ce que je me prendrais même une commode au milieu d'un désert ? C'est parce que aussi j'ai cette croyance limitante que je renforce toujours. À chaque fois que je fais quelque chose qui est un peu maladroit, je me dis c'est normal, je suis maladroite. Ouais. Donc c'est vraiment, et d'ailleurs je pense que si on demande à tous mes potes, c'est une des caractéristiques qu'ils donneraient en parlant de moi, c'est que je suis maladroite. Mais est-ce que c'est un problème ? Est-ce que tu as l'impression que ça en devient limitant ? Alors, ça t'empêche de faire des choses. À un certain stade, oui, quand même. Il y a des choses que je vais pas faire en me disant « Ah, mais je suis maladroite, donc je risque de pas y arriver. » Par exemple, transporter un plateau avec plusieurs choses, je me dis « Ah non, ça, je peux pas le faire. Je vais demander à quelqu'un de le faire parce que je suis maladroite. Du coup, je vais le faire tomber. » Et forcément, ça m'était arrivé à... Hélène s'en rappelle peut-être à la dernière retraite qu'on a fait, où j'ai vraiment pris un plateau avec tous des verres qu'on devait remettre dans l'armoire. Donc, dernier jour, on était en train de finir de ranger, on avait tout balayé déjà. Et je prends ce plateau avec tous les verres dessus et je me dis « Oula, je suis maladroite, je suis pas sûre que je vais y arriver. » Ouais. Et vraiment, je me suis dit ça, j'avance de quelques pas
Et forcément, hop, il y en a un qui se déséquilibre, j'essaye de tout équilibrer le plateau et je fais tout tomber. Et il y a les, 14 heures qui s'éclatent sur le sol. Ah non. Et vraiment, tu vois, dans ces cas-là, c'est quand même un peu limitant. C'est un peu limitant, ouais. Et forcément, le fait de me dire, je suis maladroite, si tu te dis ça au moment où tu portes un plateau rempli de verre, ça peut que mal finir. Donc ça, c'est intéressant parce qu'avec cet exemple-là, au final, on rentre assez dans le fait qu'une croyance peut vraiment devenir une espèce de vérité si on la renforce, si on y croit. Parce que, de nouveau, c'est toujours par rapport à ce fonctionnement du cerveau. Si on se dit « je suis maladroite », il va se dire « ah ouais, du coup, il faut qu'il se passe quelque chose ». Alors que si on arrive à déconstruire une de ces croyances, être maladroit, c'est pas quelque chose... Bon, après, il y a certaines pathologies qui font qu'on a plus de troubles avec la perception de son corps. Mais je pense pas que j'ai ça quand même. Je pense que c'est vraiment juste quelque chose que je me suis inculqué, que j'ai renforcé. Puis t'as jamais vraiment bossé dessus, quoi. Exactement, ouais. Parce que voilà, c'est limitant, mais pas non plus handicapant, on va dire. Ouais. Mais c'est intéressant, je trouve, pour le fonctionnement, de dire que si on la renforce, elle devient plus réelle et on va avoir des comportements qui vont dans ce sens simplement pour être en accord avec cette croyance, de façon inconsciente. C'est ça. Et je pense... C'est intéressant de parler de l'inconscient parce évidemment qu'il a une immense responsabilité dans les croyances limitantes. Peut-être, avant de parler de comment l'inconscient réagit avec ses croyances limitantes, je pense que c'est déjà important de comprendre qu'est-ce que l'inconscient réellement. Parce que c'est vrai, on parle beaucoup du cerveau, il pense, il fait, mais en réalité, quand on dit ça, on parle en réalité de l'inconscient. Donc c'est une partie de nous qui pense, qui ressent, qui perçoit, qui réagit de façon autonome par rapport à l'esprit conscient. Et même, il va pouvoir voir des choses que la partie consciente ignore. Et pense à des choses ignorées ou méconnues depuis longtemps. Est-ce que tu as un exemple, justement ? Typiquement, dans ton cas, tu sais, si on reprend ce truc de maladresse, ok, t'es maladroite. Mais d'où ça vient ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que t'aies défini que t'étais maladroit ? Et là, je pense que si tu réfléchis, tu sais pas d'où ça vient. Non, ce que je sais, c'est que depuis toute petite, je me définis comme maladroite. Donc il y a dû avoir quelque chose, tu as dû entendre quelque chose, on a dû te dire, tu as peut-être eu une expérience qui fait que tu as défini que tu étais maladroite, mais ça vient plus de l'inconscient. Si c'était le conscient, tu pourrais le dire, c'est ça. Ouais, exactement. Et ce qui est super intéressant, c'est que l'inconscient n'a pas la notion du temps. Le temps n'existe pas dans l'inconscient. Le conscient, oui. On avait parlé quelques épisodes en arrière que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et irréel. Ouais. En réalité, c'est pas... évidemment que l'inconscient fait partie de notre cerveau, mais c'est l'inconscient qui n'a pas de sens du temps et du réel et de l'irréel. Donc, par exemple, quand vous faites un rêve où, je sais pas, il s'est passé quelque chose qui a l'air très, très, très réel, très, très vrai, on se réveille le matin... On n'est pas bien émotionnellement si le rêve était plutôt rude ou plutôt cool, on est bien. Mais généralement, quand on n'est pas bien, je sais pas, si tout d'un coup, il y a un parent qui meurt ou genre un truc comme ça, tout d'un coup, on se réveille, on n'est vraiment pas bien. Puis tout d'un coup, le conscient vient, se réveille, puis dit non, mais en fait, c'est pas possible parce qu'il s'est fait écraser par un éléphant vert. Ah oui, c'est vrai que ça peut pas arriver. Ok, tac. Puis on arrive à remettre du cadre et à faire comprendre, faire appel au conscient pour expliquer à l'inconscient que ça n'existe pas. Mais l'émotion, elle a quand même été là. Voilà un peu ce truc-là. Et il y a la même chose avec le temps ou une blessure qui a été faite. On parle plutôt de choses désagréables. Ouais, c'est ça. Si des choses ancrées dans l'inconscient sont positives, tant mieux. Tant mieux. Mais c'est comme la Madeleine de Proust, quoi. C'est pour ça que le printemps, on adore, parce qu'il y a tout d'un coup des odeurs qui nous rappellent quand on était enfant, puis qu'on ressortait, et puis tout d'un coup, on pouvait manger de la terre, c'est trop cool. Mais il y a aussi des choses qui ont été difficiles. Ça peut être, je sais pas, le fait d'avoir été moqué par des élèves à l'école, par des camarades de classe à l'école, sur je sais pas ce qui a pu arriver, mais sur quelque chose, fait que tout d'un coup, on va créer une espèce de règle qui dit si j'ai ça, on se fout de ma gueule, donc du coup, c'est pas bien. Ouais. Ça crée une émotion qui est vraiment pas agréable, et puis celle-là, en fait, si on la travaille pas, elle reste toute notre vie, en fait. Ouais, et ce qui est intéressant aussi, c'est que des choses qui nous arrivent dans l'enfance sont pas obligées d'être
énorme. Peut-être qu'avec le recul, maintenant, on se dirait, mais c'est pas possible que ce soit ça qui m'ait créé c'est cette croyance. Mais quand on est petit, on n'a pas la même vision du monde. Et forcément, des plus petites choses ou des petites phrases ou vraiment des détails, tout d'un coup, peuvent être importants et impactants. Donc c'est là où on revient du coup à la croyance limitante. C'est principalement en fait l'inconscient qui a créé des règles suite à des événements qu'on a eus généralement c'est souvent quand on était petit. Ouais. Donc dans mon cas, si je reprends le truc des mathématiques, évidemment que ma mère, elle n'a pas voulu ancrer que j'étais nul en langue. C'est juste que elle aussi, c'est une croyance à elle qu'elle a toujours eue, peut-être de je sais pas qui, etc. Mais pour elle, ma sœur était forte en langue, mais mauvaise en maths. Moi, j'étais fort en maths et mauvais en langue. Et petit, c'est vrai que je dis, ok, c'est ça. Et ça devient... j'y pense même plus. C'est juste... C'est comme ça. Puis maintenant, je me rends compte. Puis je dis, ok, bon, il faut que je travaille. J'ai envie de passer ce cap des langues. Et puis ça fait longtemps maintenant que je me force à lire en anglais. Je me force à faire des exercices d'espagnol. J'allais dire, depuis quelques années, tu mets en place des choses. Tout d'un coup, je suis là. Je veux plus que ça soit un problème. Je veux pas que ça soit non plus une force. Mais je veux pas que ça me pose problème. Voilà. Mais je vois, hein. Je dois toujours me forcer. Si je dois parler anglais avec quelqu'un puis qu'il y a du monde autour, j'ai du mal. Si je suis seul avec la personne, ça va. Mais je vois que j'ai toujours un espèce de petit frein là-dessus. Et évidemment, je ne pense pas que c'est que cette histoire de ma mère qui me dit ça, parce qu'après, il y a d'autres choses qui ont renforcé. Tu l'expérimentes avec les profs aussi. Enfin, il y a plein de après, choses. Évidemment, vu que j'avais déterminé que j'étais pas bon là-dedans, j'étais le pire élève, qui fait que les profs ont encore renforcé le fait que j'étais pas bon là-dedans, etc. Puis d'un coup, ça crée une montagne. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que une petite chose, ça peut créer quand même quelque chose d'assez figé et cristallisé, comme il peut avoir une expérience vachement traumatisante petit qui fait qu'on dit non, ça jamais. Comme le ski c'est pas pour moi ou J'ai un exemple d'une patiente avec qui on a travaillé sur une de ces croyances limitantes qui elle était justement je suis une mauvaise conductrice, je pourrais jamais conduire. Et en fait c'était dû à quoi? C'était dû au fait qu'elle s'est trouvée un jour dans une voiture et que quelqu'un lui a coupé la route et donc elle a foncé dedans. Et vraiment ça avait été défini comme étant un accident qui était même pas de sa faute, un accident pas grave, il y a eu juste quelques dégâts matériels, mais vraiment pas énormes. Mais à partir de ce moment-là, c'était plutôt donc un moment un peu traumatique comme ça, pas des petites expériences, mais vraiment un moment assez traumatique, où ça a été assez facile au final de remonter dessus sur quand est-ce que ça a commencé cette croyance. Mais à partir de là, elle s'est vraiment dit, je suis une mauvaise conductrice, donc je pourrais jamais conduire, je suis un danger. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement elle a renforcé le fait qu'elle ne pouvait pas conduire et qu'elle était un danger au volant, mais en fait, ce « je suis un danger », ça s'est généralisé à d'autres parties de sa vie. Donc elle n'était pas seulement un danger au volant, elle était un danger quand elle était en vélo, elle était dangereuse quand elle tenait un couteau qu'elle coupait du pain. C'était vraiment... Ça s'est passé inconsciemment ou de ce traumatisme où elle a pu consciemment dire « Ok, le fait que je suis un danger en voiture, ça vient de ce moment-là, de cet accident. » Mais ce qu'elle n'avait pas pu vraiment lier, c'est tous ces moments inconscients qui lui avaient ancré qu'elle était un danger dès qu'elle faisait quelque chose qui était potentiellement dangereux, mais vraiment, voilà. Et donc, ça a été intéressant de remonter là-dessus et puis de travailler sur ça. De voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, ouais. Et je pense que là, on peut peut-être aller sur comment on travaille, du coup, ces croyances limitantes. Comment est-ce qu'on peut faire quand, justement... Alors, par exemple, pour moi, pour la maladresse, je pourrais travailler dessus, mais bon, comme on disait, c'est pas non plus un truc qui me pourrit la vie. Non, mais tu pourrais te dire, ok, j'ai plus envie d'être maladroite, puis définir que maintenant, ça, c'est l'objectif. Et après, tu travailles là-dessus, mais ça peut être amusant, tu vois. Oui, exactement. Dire, ok, là, je vais prendre ce plateau, puis je vais mettre une balle et 2 verres dessus, puis... Oui, exactement. Enfin, on s'est entendu, mais tu vois, de dire, ok, je vais travailler là-dessus, je veux plus que ça me gêne.
Et à force, forcément que ça va rentrer, quoi. Et justement, comment on travaille là-dessus ? Alors, je pense, avant de savoir comment on travaille là-dessus, c'est intéressant de savoir comment on les détecte. Parce qu'on a donné des exemples, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de savoir qu'est-ce qui est limitant chez nous. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a parlé de l'inconscient, de comment c'est créé, que ça peut être un traumatisme, que ça peut être dans l'enfance. Mais comment, alors... Pour les identifier, il y a plusieurs choses. Mais vu que ça fait partie de l'inconscient, c'est intéressant d'essayer de faire parler l'inconscient. Pour faire parler l'inconscient, faut lui donner un peu un piste de lancement et après l'inconscient réagit. Je m'explique. Le but, ça va être d'avoir des phrases et de venir compléter par des mots qui manquent. Par exemple, si je dis « je ne réussis pas complètement dans », là je vais prendre un domaine de vie qui serait par exemple les relations amoureuses, comme ça on va voir, c'est marrant. Je ne réussis pas complètement dans les relations amoureuses parce que j'ai peur de me faire rejeter. Ok, donc là tu prends un élément de ta vie qui fonctionne pas très bien. Non, je vais prendre un domaine de ma vie. Ok. Tu vois, donc ça peut être les relations amoureuses, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses, quoi, les finances, machin. Les croyances limitantes par rapport aux finances, ça c'est aussi hyper intéressant. C'est trop cool. Donc je ne réussis pas complètement dans... reprenons les relations amoureuses parce que j'ai peur d'être rejeté. Tout à coup je me dis, tiens, j'ai dit ça. Et c'est vrai, j'ai été vraiment honnête. J'ai laissé sortir ce qui me venait. Et c'est vrai que j'ai peur d'être rejeté. Pourquoi ? Parce que forcément que j'ai été rejeté plus petit, plus jeune, par différentes filles, parce que ça fait partie de la vie, en fait. C'est comme ça. Sauf qu'à ce moment-là, je pense pas que j'avais eu assez de ressources pour comprendre pourquoi, etc. Et machin, j'ai juste, je vais rejeter, je dois être moche, je dois être con, voilà. Et là, du coup, il y a plein de phrases, on pourra vous les mettre dans les notes du podcast. Donc là, j'ai dit cette première phrase qui était « je ne réussis pas complètement dans les relations amoureuses parce que j'ai peur d'être rejeté ». Ça, c'est une phrase. Mais il y a plein de phrases qu'on va pouvoir utiliser, comme par exemple une autre phrase, et puis là, je vais prendre un autre exemple qui n'est pas moi. Je ne mérite pas d'être amoureux parce que, je ne sais pas, je ne mérite pas d'être amoureux parce que personne ne m'aime. Ok, le même domaine, mais d'autres genres de phrases qui peuvent exister. D'autres phrases qui vont tout d'un coup lancer quelque chose. Alors, généralement, si on a peu de croyances limitantes, on va la retrouver dans ces phrases, mais tout d'un coup, on peut en retrouver plein, puis on se dit « Ah ouais, ok. » Et donc voilà, l'idée, c'est de prendre un domaine, de venir dire ces phrases avec ce domaine. Donc, typiquement, il y a « je n'arriverai jamais à le domaine car » et l'inconscient parle. Je ne serai jamais dans ce domaine car, etc. Je sais pas si c'est clair. Oui, complètement. Ouais. Dans mes séances, dans les séances que je fais, il y a aussi une partie où on fonctionne comme ça. Mais c'est à travers la discussion que j'ai avec la personne. Il y a des choses qui vont se répéter et puis à un moment donné, avoir une thématique qui ressort, prendre cette thématique et puis essayer de la poser comme ça, clairement, en une phrase qui dit « je suis un danger parce que ta ». Et déjà de repérer le parce que des fois c'est juste « je suis un danger ». Au début c'est « je suis un danger » et après on va essayer de mettre quelle est la phrase derrière ça. Donc c'est vraiment là c'est ton rôle de thérapeute d'aller aider. Exactement, ouais. Là, c'est vrai que c'est plus un truc qu'on peut faire seul, en fait. Et c'est important de les noter, puis pour après pouvoir travailler dessus. Mais voilà comment les identifier, en fait, seul. Ensuite, comment travailler dessus ? Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Donc, nous, en PNL, il y avait 2 protocoles qu'on pouvait faire. Il y en a un qui est assez long, qu'on ne va pas voir aujourd'hui, parce que là, il faut vraiment avoir l'aide d'un coach ou d'un thérapeute. Et l'autre, ça va être d'identifier X et Y dans la croyance. Donc, par exemple, ne rien dire, c'est être timide. Okay ? Donc, X, c'est ne rien dire et Y, c'est être timide. Puis après, c'est de dire, X induit Y. Donc, si je ne parle pas, je suis timide. Donc, de vraiment dire, s'il y a ça, il se passe ça. Okay. Comme ça, on a vraiment le truc de, il y a X, il y a Y. Puis après, on va venir séparer X et Y, donc les voir comme 2 choses différentes.
Donc, ne rien dire, c'est X, et être timide, c'est Y. Après, on va venir créer un nouveau lien entre les deux. Typiquement, si on n'a rien à dire, il n'y a pas besoin de parler. Être timide, c'est pas forcément ne pas vouloir parler. En fait, on va venir un peu déconstruire ça, puis quelque part dire que spécialement travailler sur le fait de ne pas parler, ça ne veut pas forcément être timide. Et pour ça, il y aura d'identifier des personnes qu'on estime pas timides, mais qui sont pas forcément des gens qui parlent tout le temps. On va venir voir d'autres expériences où on peut venir casser cette méthode de fonctionnement. Et déjà simplement là, le fait d'avoir juste pris le temps, comme tu as dit, de la repérer, de venir un peu la déconstruire, fait que l'expérience suivante où on aura affaire à ce truc de, dans ce cas-là, être timide et ne pas parler, il y aura déjà une espèce de premier panneau dans notre tête qui dit « Stop, je suis en train de travailler sur ma croyance limitante. Donc attention, j'ai le droit, si j'ai rien à dire, de pas avoir besoin de parler. » Simplement de s'en rendre compte, je pense que l'étape, on va déjà travailler dessus naturellement. Comme je disais, le truc des mathématiques, je suis fort en maths, donc je vais comprendre ce problème en mathématiques. Je suis mauvais en langue, je vais pas travailler sur mon truc en langue. Ok, maintenant que j'ai compris que tout le monde pouvait être bon en langue et tout le monde pouvait être bon en mathématiques, je vais me dire, ok, s'il y a un truc que je comprends pas en langue, maintenant ça va être mon os et puis il faut que je comprenne. C'est ça, tu le vois comme un challenge et puis tu te dis que tu peux le modifier. Mais c'est évidemment, il y a des croyances qui sont très 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 ancrées, où là effectivement ça demande l'aide d'un professionnel, d'un thérapeute ou d'une séance d'hypnose. Enfin bref, il y a plein de façons de le développer, mais des fois seul c'est pas forcément évident, encore plus si l'événement a été très traumatisant, ce qui est plus dans toi ce que tu travailles, j'ai l'impression. Oui, nous, il y a un fonctionnement qui est assez semblable. Comme on disait, c'est déjà repérer la croyance limitante, parce que souvent, la personne qui vient en ergothérapie, elle ne vient pas en disant « Ah, j'ai une croyance limitante qui me pose un problème ». Oui, forcément. C'est plutôt, nous, ce qui fait que les gens viennent chez nous, c'est quand il y a un impact sur leur quotidien, quand une personne n'arrive plus à faire telle ou telle chose. Donc, dans un premier temps, on va repérer quelle est la chose qu'elle n'arrive pas à faire et quel est son objectif, qu'est-ce qu'elle aimerait de nouveau pouvoir faire. Et quand on repère qu'il y a une croyance limitante qui vient poser problème dans la réalisation de cette activité, à ce moment-là, on va déjà, avec la personne, aider à faire remonter cette croyance, à dire « Ah voilà, là, il y a une croyance limitante », à la repérer, à la remettre en question, à dire « Est-ce que, par exemple, je suis toujours un danger pour l'autre ? Est-ce que toujours, c'est vrai ? Est-ce que ce petit mot, on l'avait un peu vu dans l'autre épisode, mais de dire, est-ce que toujours c'est juste de dire ça ? Ou est-ce que des fois, il n'y a pas quand même des moments où c'est pas vrai ? D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une auteure, Byron Katie, qui propose un travail qui s'appelle Le Travail, ça s'appelle The Work. Et en fait, c'est vraiment plusieurs questions qu'on va se poser pour venir travailler sur ces croyances limitantes. Il y a des parties qui, je suis sûre, sont reprises de la PNL. Quand tu lis le livre, tu vois des choses, d'autres... Enfin, voilà, c'est un mélange de choses, mais c'est des questions très intéressantes. Et puis, elle les appelle vraiment comme les questions pour changer votre vie. Et il y en a 4, je crois, si je ne me trompe pas. La première, c'est quand on a une affirmation comme ça, c'est de se dire, est-ce que c'est vrai ? C'est la première question. Ensuite, est-ce que je peux absolument être sûre que c'est vrai ? Donc on se repose on va approfondir encore d'un niveau. La troisième question, c'est comment je réagis quand je crois que c'est vrai. Et puis la quatrième, c'est comment ça serait si j'avais pas cette croyance. Et je trouve très intéressant, avec certaines personnes, si on a la possibilité, ça dépend toujours du stade et des difficultés de la personne, c'est un travail que j'essaye d'entreprendre avec elle, ou que j'ai essayé quelques fois. Et sinon, si c'est un peu trop compliqué d'aller vraiment sur cette réflexion, on va, comme c'est de l'ergothérapie, qu'on est en lien à l'activité, on va aller dans l'expérience positive. Donc on va venir s'exposer à des moments où la personne met en avant sa croyance et venir prouver par A plus Z, par l'expérience elle-même, que c'est pas toujours vrai. Ouais. Et ça, c'est vraiment donc je dirais repérer, faire venir en conscience que c'est pas toujours vrai, ces croyances. Et troisièmement,
expérimenter positivement le contraire. Ouais, je pense qu'on a déjà un bon épisode. Oui, tout à fait. C'est évidemment un sujet qui est super complexe et qui peut venir de tellement de facteurs différents qu'on pourrait travailler un séparément. C'est pas un podcast sur les croyances limitantes, c'est juste un podcast sur comment vivre mieux. Donc, on fait part de petites... Exactement, de petites astuces qu'on peut mettre en place. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur ces croyances. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. C'est là où il y a le podcast. Vous pouvez aussi le voir sur Spotify, Apple Podcasts. Et puis, je sais pas, si vous trouvez ça cool, nous mettre quelques petites étoiles, ou commenter en disant « Ah, moi j'ai plein de croyances » ou « Moi j'en ai pas. Moi j'ai pas de croyances. » Ou bref. J'ai que des croyances, comment on dit, illimitantes. Illimitantes. Être beau, c'est moi. Je suis l'incarnation de la beauté. Enfin, bref. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour un prochain épisode. Ciao, ciao.